allez-y. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors moi aussi, j'ai envie de dire, c'est beau la vie, madame, quand je vous vois dans cet amphithéâtre, parce que c'est la première fois en 20 ans que vous nous faites l'honneur, à la Cité de la Réussite d'accepter l'une de ces invitations. Donc nous vous en remercions, nous sommes très heureux, très honorés. J'espère que vous allez vous sentir aussi bien dans cet amphithéâtre pendant 1 heure que vous vous sentez bien sous la coupole de l'Académie française, qui est aussi un amphithéâtre. Je sais que vous aimez les lieux où on échange les idées et les points de vue, et je suis ravie que ce soir vous nous fassiez partager les vôtres. Merci beaucoup, merci. Voilà, dans quelques instants, vous répondrez aux questions des étudiants. Ça s'est bousculé un peu partout, à Centrale, à Sciences Po, à Paris 9 Dauphine, pour vous interroger. Le 18 mars dernier, je dis pas de bêtises, 18 mars dernier, vous avez pris séance à l'Académie française. J'ai déjà commencé à faire une bêtise, pardon. Voilà. Vous avez pris séance à l'Académie française, à la place laissée vacante par la mort de Pierre Messmer. Alors, à peine 1 mois, moins 1 semaine plus tard, faites-nous partager, dites-nous ce que ça fait d'être immortel. Je vous en prie, prenez votre micro. Pour l'instant, je n'en ai pas encore conscience, puisque je n'ai pas encore siégé, et que c'est seulement d'ici quelques jours que j'aurai l'occasion et la possibilité de le faire. Donc j'attends, et en même temps, je sais que lorsqu'on est à l'Académie française et qu'on y arrive, on ne peut pas prendre la parole avant un certain temps, là aussi. C'est-à-dire que je vais y aller, je crois, jeudi prochain, mais que je serai là pour écouter, pour voir comment ça fonctionne, si j'ose dire. Et je suis assez curieuse de savoir comment ce sera. Mais ça a été pour moi une telle chose que je n'attendais pas du tout. C'est la directrice pour moi, qui a souhaité que j'aille à l'Académie, donc qui a fait toutes les démarches, qui a convaincu les gens de l'Académie qu'il fallait me recevoir. Et qui vous a convaincu vous aussi, parce que c'est la première fois que vous acceptez un honneur. Pourquoi celui-ci ? J'ai trouvé ça... Je dois dire que je suis tombée des nues quand elle m'a demandé si j'accepterais, alors que naturellement c'était un grand honneur qu'elle me faisait de me demander d'entrer à l'Académie. Mais en même temps, je dois dire que je n'ai pas encore siégé et que je suis assez stressée parce que c'est tellement différent de ce qu'on vit simplement... même quand on est invité pour une conférence ou qu'on a des interventions à exprimer. Et là, je suis vraiment très, très décontenancée. Et en même temps, je dois dire que c'est sûrement, d'après ce que tout le monde dit, ça doit être passionnant que ces réunions. Qu'avez-vous fait graver sur votre épée ? Sur mon épée, la chose à laquelle j'ai le plus tenu, c'est que le numéro que j'ai sur le bras soit aussi sur mon épée. Et donc, je connaissais bien celui qui pouvait la remettre en état. On a trouvé d'ailleurs une grande épée, une très belle épée qui était ancienne, et c'était une femme qui avait c'est tout à fait curieux, qui avait une grande épée comme ça. Et c'est sur cette épée, j'ai demandé à ce qu'il y ait le numéro que j'ai eu à Auschwitz. C'était la première chose quand on est arrivé au camp, où on était douché, où on était bousculé, mais surtout la première chose, c'était le numéro qu'on avait. Et naturellement, certaines de mes camarades ont fait disparaître leur numéro, mais très très peu. Je crois que la plupart d'entre nous, d'ailleurs, nous sommes rentrées peu nombreuses, mais nous avons tenu à conserver ce numéro. Et là, la déportation nous a tellement marqués. C'est une part de notre vie qui, pour toutes, reste très très lourde. Et en même temps, nous tenons à l'assurer. C'est une des choses qui me frappe le plus, c'est qu'on aurait pu penser qu'après ce que nous avions vécu au camp,
avoir vu disparaître beaucoup de nos camarades, eh bien, quand je regarde autour de moi, 60 ans, enfin, de longues années après, je m'aperçois que ce sont mes camarades de déportation, parce que nous vivons les choses de la même façon, nous avons souffert ensemble. Il y avait une grande solidarité entre nous, qui était quelque chose de très important, et encore aujourd'hui, des années après, des dizaines d'années après, c'est avec eux que j'ai envie de parler, de dire certaines choses. Vous avez été récemment, il y a quelques semaines, élu par les Français, hein, grâce au journal du dimanche, la femme préférée. Vous êtes arrivée en tête. D'après vous, quelles sont les valeurs, quelles sont les qualités que vous véhiculez et qui font que les Français trouvent en vous une femme emblématique et exemplaire? Oui, je ne dirais pas que c'est exemplaire en mathématiques. C'est vrai que quand je rentrais de déportation, maman était morte très peu de temps avant la libération. Mon père et mon frère ne sont pas rentrés. Et donc, il fallait tout reconstruire. Et en dépit de cela, j'ai été tout de suite, très vite, à mon retour, à dire que je me battrais pour qu'on se réconcilie avec les Allemands. Naturellement, le nazisme était fini, ça n'existait plus. Et je me disais que si on ne faisait pas ça, eh bien, de nouveau, il se passerait ce qui s'était passé après la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'en fait, le traité de paix a été tellement mal arrangé que, pour partie, c'est ce qui a entraîné le nazisme. Et donc, il fallait, à tout prix, quel que soit ce que ça pouvait nous contrarier, il fallait se réconcilier. Et je crois que je tiens ça très, très fortement de ma mère. J'ai très souvent entendu dire que c'était parce que, justement, on avait tellement condamné les Allemands après la guerre de 14, que les choses s'étaient très mal passées. Et donc, il fallait trouver la possibilité de s'entendre avec eux. Et les gens ont été étonnés quand je suis rentrée d'Auschwitz, que d'abord nous avons été, peu de temps après, nous avons habité en Allemagne. Je me suis mariée 1 an après, on a eu des enfants très vite. Et nous avons habité en Allemagne. Il faut dire que c'était encore l'occupation américaine et française. Mais enfin, on était tout de même avec les Allemands, même si on vivait peu avec eux. Et j'étais tout à fait convaincue. Vraiment, pour moi, c'était une priorité de dire, quelles que soient les difficultés, il faut les surmonter, parce que sans ça, dans quelques années, on se retrouvera dans la même situation. Et donc, c'est le choix. C'est le choix que j'ai fait, que j'ai eu vraiment, on peut dire, très très vite. J'ai un sourire là en moi-même parce que je me souviens, puisque j'ai parlé de mon numéro sur le bras, j'étais invitée une fois, enfin il y avait un Français qui était là, qui recevait, qui m'avait demandé de passer je sais pas, quel petit plat ou autre. Et alors quelqu'un m'a demandé, c'est votre numéro de vestiaire, ce qui était particulièrement bienvenu, si on peut dire. Alors il faut dans la vie, il faut accepter les choses, mais vraiment le fait de considérer que la réconciliation avec les Allemands, à partir du moment où ils avaient naturellement un régime qui était un régime démocratique et qui donnait des garanties, si on ne faisait pas cet effort, on se retrouvait devant une situation encore plus difficile. C'est certainement pour ça aussi que l'Europe, la construction européenne a été, est toujours d'ailleurs l'un des grands combats de votre vie. Vous avez été la première femme à diriger le Parlement, hein, c'était en 79. Il y avait eu cette prophétie de Victor Hugo, hein, c'était en 1849, le congrès de la paix, c'était à Paris, qui avait dit voilà une Europe unis sous l'égide, pacifiés et sous l'égide d'un gouvernement commun. Nous avons vu ceci se réaliser. Est-ce que vous pensez que l'Europe pacifiée, unie sous l'égide d'un gouvernement commun, c'est la garantie que plus jamais la barbarie puisse saccager l'Europe ?
Je crois que oui. Je crois que l'effort qui a été fait par tout le monde et dont chacun, même si quelle que soit la conception qu'ils ont actuellement de l'Europe, je crois que personne ne peut penser vraiment, ou bien il cherche à se faire mal. Mais sinon, je crois que en ce qui concerne, et notamment les Français et les Allemands, ont des relations qui sont des relations avec de temps en temps des intérêts différents pour les uns et les autres, mais il y a tout de même une très grande entente, et pour ma part, je ne crois pas qu'on puisse remettre tout en cause. Je crois que là, il y a eu un effort tellement important, et il y avait eu tellement de dégâts, parce que la guerre de 14-18 avait été terrible, le nombre de morts qu'il y avait eu était très, très important. Je ne parle pas naturellement du conflit qu'il y a eu ensuite, mais je pense que nous Européens, tous, alors les relations entre la France et l'Allemagne étant particulièrement solides, et j'espère que ça restera, est un pas en avant formidable, et je pense qu'il faut remercier ceux qui ont fait cet effort, les uns et les autres. Encore une question avant de donner la parole aux étudiants. Que vous soyez magistrat, que vous soyez, vous avez dirigé l'administration pénitentiaire, que vous défendiez bec et ongle en 1974 la loi pour légaliser l'avortement, que vous soyez à la tête du Parlement européen. Tous ces combats, finalement, ont toujours été jalonnés d'une dimension sociale extrêmement profonde chez vous. À votre avis, on est dans une période charnière et sociale extrêmement tourmentée, la grande vulnérabilité des femmes, l'accession à l'emploi, au premier emploi, la santé, le travail, etc., les retraites. Quels sont, d'après vous, les grands combats sociaux à venir des 10 prochaines années, disons ? Je pense que les combats sociaux qu'il faut prendre en compte, ce sont les différences qu'il y a entre les populations. Et ça, je crois que c'est avec tout ce qui existe, le monde qui est celui d'aujourd'hui, où l'on sait 10 minutes après ou une demi-heure après ce qui s'est passé, c'est insupportable. Je crois que là, il y a un effort considérable à faire pour qu'il y ait, je dirais, une meilleure... plus de facilité pour chacun de pouvoir au moins vivre décemment. Et là, bien sûr, quand on voit que selon les régions, d'une part, mais ça c'est pas tellement les régions, c'est surtout le fait des différences de richesse qu'il peut y avoir, les difficultés pour certains, les très grandes difficultés, et la nécessité de faire en sorte que le plus de gens possible, d'abord que quand les jeunes même sont dans des familles qui ont des difficultés, il faut que les jeunes puissent aller en classe. Il faut que s'ils ont du talent, s'ils ont des facilités pour travailler, s'ils ont envie de faire des choses, on puisse répondre à leurs demandes. Ça me paraît être une chose tout à fait essentielle parce que, et d'ailleurs, il faut rendre justice à certains qui l'ont beaucoup fait dans cette salle même aujourd'hui et qui en parlent, mais je crois que c'est une chose qui est insupportable de se dire qu'il y a de telles différences et que ces différences, on ne fait pas toujours tout ce qui devrait être fait pour qu'elles n'existent pas. Moi, je vois, il y a des gens qui se donnent un mal fou, qui sont très difficiles, qui ont une vie difficile. Ils restent tout de même, ils s'accrochent. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire, il faut les aider. Alors la féministe fervente et engagée que vous êtes aura remarqué que ce soir la parité n'est pas du tout respectée parce qu'une fois n'est pas coutume, les femmes sont majoritaires. On va passer aux questions des étudiants. Par ici, vous voulez commencer? Je vous en prie, présentez-vous. Alors, Mélodie Lassie de l'Université de Cergy-Pontoise, Master 2, droit éthique des affaires. Donc tout à l'heure, vous parliez d'Europe pacifiée, donc une union économique pacifiée. J'ai envie de vous demander ce soir, si on réinventait l'Europe, pourrait-on imaginer une Europe sociale, culturelle et juridique? Je crois qu'il y a un certain nombre de difficultés
pour que l'Europe, qui est déjà très avancée, aille aussi loin, notamment sur le plan de la culture. Je crois que là, il y a vraiment des différences, si on prend les 27, il y a de grandes différences. Et que quand on regarde même en France, simplement, entre, bon, je suis niçoise de naissance, j'aimais beaucoup Nice, c'était pour moi, enfin, un paradis quand j'étais enfant. Et déjà, je trouve qu'entre le midi de la France et le nord de la France, il y a des grandes différences, mais très grandes, beaucoup plus qu'on ne le croit. Il y a des habitudes, la façon dont on se nourrit, la façon dont on conçoit même les horaires dans la journée. Enfin, donc il y a beaucoup de choses. Ça, je crois donc qu'il ne faut pas trop forcer là-dessus. Et d'ailleurs, que c'est une richesse pour un pays d'avoir justement un certain nombre de situations où les gens vivent ensemble très bien, mais où en même temps, il y a des spécificités. Deuxième question, bonsoir. Oui, dans la continuité de la question précédente, donc moi c'est Maëlle Decèze de Sciences Po, et donc je voudrais savoir... Ah, pardon. Allez-y, allez-y. Pour beaucoup de citoyens européens, donc, malgré tout, l'Europe reste une Europe économique plus qu'une Europe sociale. Je voudrais savoir ce que vous pensez de ce diagnostic. Et je voudrais savoir aussi si, avec votre expérience en tant que ministre de la Santé, vous pensez qu'un jour, un système de santé européen est envisageable. Oui, je vais répondre d'abord à la deuxième question, si vous voulez bien. Parce que je crois vraiment que l'organisation des soins est très difficile, est très différente selon les pays. Et je crois que là, les gens y tiennent beaucoup. Alors, ce qui est important, c'est que lorsqu'on appartient à cette Europe, on puisse se faire soigner et qu'on soit soigné si on va dans un autre pays. Ça, c'est en général d'ailleurs très, très bien réglé. Mais je crois qu'il y a tout de même des habitudes qui sont liées à chaque pays. Et l'organisation même de la médecine n'est pas la même partout. Donc je crois qu'il ne faut pas essayer d'aller trop loin dans des je dirais, là on parle de santé, mais ça existe aussi pour d'autres choses, pour beaucoup de choses, et qu'il faut qu'on conserve ce que depuis 100 ans ou 50 ans existe déjà et dont les gens sont contents. Parce que même si on prend le nord de la France et le sud, il y a de grandes différences. Alors je crois qu'il faut pas, c'est pas la peine. Moi je suis très très européenne. Je crois qu'il faut absolument que l'on s'entende entre nous, qu'il y a des choses qui sont... je suis un peu triste quand je vois qu'on traîne sur les dernières possibilités, mais sur ce qui est en cours en ce moment et qui est très, très important. Et je serais très, très déçue de voir que ça ne se fait pas aussi rapidement qu'on peut. Mais en même temps, il ne faut pas forcer la main. D'ailleurs, je ne crois pas que les uns et les autres en aient envie. Je crois que le système allemand est très différent. Alors, il faut simplement, si par exemple on est français, qu'on va en Allemagne, il faut qu'on ait la possibilité de se faire soigner. Mais je crois que là, il y a tout de même beaucoup de choses qu'il faut tenir en compte parce qu'il y a des raisons. Ça, c'est des choses qui sont là depuis très longtemps et qu'il faut accepter. Moi, j'ai été ministre de la Santé et je dois dire que j'ai beaucoup travaillé avec mes voisins, d'autant qu'après, je suis allée au Parlement européen, dont j'ai été la première présidente. Mais on voit très bien qu'il y a des habitudes qui sont prises et que si on voulait changer tout ça, je crois que ça aurait beaucoup d'inconvénients. Alors, on va prendre une question de ce côté. Bonsoir. Bonsoir, Florian Prussac, je suis étudiant à l'Institut d'études européennes de l'Université de Saint-Denis.